Aussi, messieurs, je vous invite à nous donner des éléments de définition. Peut-être en premier lieu, toi, Antoine, de nous donner comment toi, tu définis l'hypnose. Et puis, François, par la suite, comment tu définis la méditation. Merci Virginie. Bonjour à tous. Et j'ouvre une toute petite parenthèse pour remercier toutes les personnes qui nous ont envoyé des chaleureux messages concernant le choix du thème particulièrement. Je pense que ce thème était un thème qui plaisait à pas mal de monde, donc on est vraiment content d'essayer de contribuer à la réflexion de chacun. Alors en fait, le thème hypnose, c'est un thème qui est utilisé dans plusieurs sens. Le premier sens en fait du thème hypnose, c'est vraiment le sens de l'état hypnotique en tant que tel, c'est-à-dire un état de transe, un état de conscience modifié pour dire les choses un peu rapidement. Et puis on appelle aussi hypnose vraiment le processus hypnotique, le fait pour quelqu'un de se mettre dans cet état en particulier. Et peut-être aussi qu'on discutera des différents ingrédients, c'est-à-dire de se laisser absorber d'une certaine façon par la réalité dans laquelle on se trouve, de façon à pouvoir la modifier. Puis le troisième sens, c'est vraiment le sens qui désigne la pratique en tant que telle, c'est-à-dire faire de l'hypnose avec quelqu'un. Donc, ce dont il va être question là, c'est essentiellement hypnose thérapeutique, mais c'est vrai qu'on pourrait aussi parler des deux autres formes d'hypnose, c'est-à-dire l'hypnose bien-être en tant que telle, prévention en santé, équilibre de la personne dans sa vie, et puis l'hypnose de spectacle, qui est la dimension, on va dire, lucrative et également ludique de l'hypnose. Voilà. Donc on est sur ce champ-là en tant que tel, mais globalement c'est un état, c'est un processus et c'est une pratique en tant que tel. Et quant à la méditation, je vais laisser François répondre. Oui, bonjour à tous. Voilà, donc je prends la parole pour parler de méditation. Effectivement, en fait, quand on a voulu proposer cet échange et ce dialogue, parce qu'effectivement, on voit bien que quand on parle d'hypnose et de méditation, c'est très compliqué en fait de savoir de quoi on parle exactement, parce que, comme vient de le dire Antoine, le mot hypnose est un mot qui est utilisé pour désigner des choses très différentes, et il en va de même pour le mot méditation. Ce qui fait que quand on commence à parler d'hypnose et de méditation, on ne sait absolument pas à quoi on fait référence, et donc du coup c'est très très compliqué de s'entendre. Le mot méditation, il fait partie de ces termes en fait qui sont employés. Alors, la langue française a quand même cette particularité-là, c'est d'utiliser des mots pour désigner des pratiques très différentes, pour ne pas dire opposées, et le mot méditation fait partie de ça. Alors nous, dans notre langage occidental, depuis tout petit, quand on parle de méditation, ça fait référence en fait à une longue et profonde réflexion sur un sujet métaphysique. On fait référence en fait à la méditation philosophique, ce qui n'a absolument rien à voir avec l'emploi qu'on va faire du terme méditation dans un contexte de soins. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le mot méditation, même s'il désigne en fait des pratiques orientales, va regrouper tout un ensemble d'approches et de pratiques qui sont parfois très différentes. Certaines, par exemple, tendent à cultiver un état de relaxation profonde et d'autres pas du tout. Donc, c'est qu'est-ce qu'on entend par le mot méditation, et c'est pour ça qu'on va souvent préciser, en fait, on va dire méditation de pleine conscience ou de pleine présence. Et le terme anglo-saxon, c'est mindfulness. Voilà, donc c'est le terme anglo-saxon consacré. On l'a traduit en français par pleine conscience. C'est vrai que moi, je rejoins Fabrice Midal quand il dit qu'on devrait plutôt parler de pleine présence, parce que s'il y a un mot, en fait, qui désigne ou qui capte, on va dire, si on devait retenir un seul mot pour dire ce qu'on fait quand on médite, c'est le mot présence. Le mot présence capte, je trouve, parfaitement ce que l'on cherche à entraîner. Et donc, effectivement, pour dire les choses simplement, en tout cas ici, et ça sera notre point de départ, quand on parle de méditation, on parle de s'entraîner à être présent. Voilà. Si tu me permets, je vais juste rebondir un peu sur ce que tu disais. Alors, je pars d'un présupposé, peut-être que tu vas me contredire, qui est que malgré tout, en méditation pleine présence, on est dans un état de conscience modifié, un état de transe en tant que tel. Et il y a, en fait, l'une des particularités de la transe, c'est qu'en fait, il y a derrière un système d'organisation sociétale, voire politique. C'est-à-dire, quand on regarde un peu l'histoire en fait des mouvements en lien avec les trans, en fait, derrière, il y a toujours des organisations, il y a l'humain bien sûr, et les trans, en fait, quelle que soit la partie du globe, quelle que soit la trans dont on est en train de parler, portent un ensemble de valeurs,
porte un ensemble, on va dire, de philosophies, parfois de règles qui sont demandées aussi à l'humain. Et parfois, on est vraiment dans un système, j'ai prononcé le terme politique en tant que tel, c'était vraiment de porter une organisation. Alors, elle n'est pas forcément religieuse, elle peut être aussi d'une autre nature, mais c'est assez caractéristique, on va dire, du point de vue sociétal par rapport aux trans. Et il y a une question, moi, qui me taraude quand même depuis des années concernant la méditation, tu me vois venir, c'est-à-dire que il y a effectivement cette laïcisation, on va dire, faite par Kabat-Zinn, qui effectivement dit oulala, mais en fait, moi j'inclus en fait la méditation, la mindfulness, dans le champ plutôt thérapeutique ou en tout cas en santé, mais je laisse de côté toute la dimension philosophique associée à la méditation en tant que telle. Et moi, avec mon mauvais esprit, ça fait des années que je me dis, n'est-ce pas un cheval de Troie? Autrement dit, est-ce que la méditation pleine présence est si pure que ça, ou est-ce qu'elle participe également on va dire, de l'histoire des trans et qu'elle porte en fait une philosophie dite ou pas dite, mais en tout cas un projet social, un projet sociétal, en lien peut-être avec l'écologie, l'équilibre de la personne, avec son écosystème, qui ne se dit pas encore, qui se dit à bas bruit, mais qui serait présent. Merci Antoine pour cette... Ah ben on y va. Hein. Moi je suis arrivé cool quoi, tu vois. Non, c'est une très bonne question. Moi, je peux répondre que de mon point de vue, en fait, et de la façon dont moi j'appréhende la méditation. Ce que je peux te dire, c'est que de mon point de vue, la méditation, en fait, correspond, et en tout cas, c'est comme ça que je vous demanderai de l'entendre quand moi j'utilise le mot méditation pour cette matinée. Je l'entends comme un entraînement attentionnel. Voilà, c'est-à-dire un entraînement attentionnel pur. Et cet entraînement attentionnel-là, donc, qui consiste en fait à s'entraîner à diriger son attention sur le moment présent, ne porte pas d'éthique en soi. C'est-à-dire que, et ça je trouve que c'est un point très intéressant et très important, c'est-à-dire que une fois qu'on a défini ce qu'on entend par méditation dite de pleine présence, donc je vous dis, c'est s'entraîner à porter son attention ou à diriger son attention sur le moment présent, la question qui vient ensuite, c'est au service de quoi ? Donc ça, c'est au service de quoi j'entraîne mon attention. Et donc là, c'est la question de l'intention. Et on dit la méditation, en fait, elle a deux grandes ailes, c'est l'attention et l'intention. Et l'intention est fondamentale parce qu'elle va déterminer la fonction de la méditation. Et là aussi, on n'est pas tous d'accord, en fait, sur l'utilisation qu'il convient de faire de cet entraînement attentionnel-là. On peut très bien utiliser la méditation au service voilà, du bien-être, ou alors on peut en faire un véritable outil de soin, ou alors ça peut être quelque chose qui peut être entraîné au service de la performance, ou alors ça peut être quelque chose qui peut être au service aussi de tout un système philosophique ou religieux, et là pour porter ou être connexe avec tout un ensemble de références. Moi, je ne sais pas quel est le projet de Kabat-Zinn par rapport à ça. Alors effectivement, la méditation, au départ, elle est issue des traditions bouddhistes parce que c'est eux qui quand même ont plus de 2500 ans de tradition contemplative et ils ont extrêmement bien codifié et proposé cet entraînement-là. Pour autant, en tout cas, moi, dans la façon dont moi je le conçois, cet entraînement attentionnel-là ne porte pas d'éthique en soi. Et donc, alors bon, bien évidemment, moi je suis médecin, hein, donc je suis pour que ça serve des valeurs humanistes et altruistes. Pour autant, des personnes utilisent cet entraînement attentionnel-là à d'autres fins, et de le nier ou de le refuser, ça ne le fait pas disparaître. Donc je pense et surtout, ça éjecte ou ça évacue la question de l'intention. Donc, et ça, c'est la responsabilité du méditant, et c'est à lui de déterminer pourquoi il médite. Et je fais très souvent, du coup, le parallèle avec le sport, hein, en disant le sport... c'est bien ou c'est pas bien, enfin c'est pas bien en soi de faire du sport, c'est-à-dire le sport ça peut aussi bien être au service du bien-être, dans une logique de rééducation et dans le soin, comme ça peut être aussi pour augmenter des performances qui peuvent parfois aussi être connexes avec des intentions de combat, par exemple, chez les militaires, ou ça peut aussi être au service
d'une religion, un mode de vie, un art de vivre. Ça, c'est à chacun finalement, d'une certaine façon, de déterminer quelle est son intention. C'est ma façon de poser les choses. Pour le coup, il y a une différence avec l'hypnose a priori. Alors l'hypnose a la chance effectivement d'être historiquement plus ancienne. Et donc du coup, il y a quelque chose qui, malgré tout, en tout cas c'est l'hypothèse que j'ai toujours faite, qui est présente pour l'hypnose, c'est qu'il n'y a pas vraiment ce projet en tant que tel sociétal, alors que même c'est un état de transe assez important, assez marqué, qui explique d'ailleurs en partie pourquoi il y a des rivalités entre médecins, non-médecins autour de cet objet hypnose, parce que précisément, ce n'est pas encore quelque chose qui est très bien identifié socialement, sauf dans un domaine qui est que quand on regarde l'histoire de la médecine en fait a toujours inclus ou en tout cas elle a entretenu des liens qui étaient permanents et parfois conflictuels avec, on va dire, des médecines plus traditionnelles, c'est-à-dire des médecines plus ancestrales, plus anciennes, avec des choses qui n'étaient pas un peu mainstream pour utiliser un terme à la mode, mais elle a toujours eu ce rapport-là. Alors souvent c'était apporté par les patients qui consommaient ces pratiques en tant que telles, mais il y a toujours eu ce rapport. Et l'hypnose a cette particularité d'être finalement une pratique un peu décalée par rapport à la pratique de la médecine traditionnelle, mais qui a un niveau de scientificité suffisant pour que l'hypnose, entre guillemets, je vais être un peu provocateur, la tolère au sein de sa pratique. C'est-à-dire que quand on regarde effectivement la place de l'hypnose en tant que telle, la place de l'hypnose, elle s'est faite progressivement et depuis les années 90 au sein de la médecine en tant que telle. C'est la part, on va dire, d'incongru, d'ombre qu'inclut la médecine dans ses pratiques, qu'elle tolère à l'intérieur. Elle inclut cette part dans sa pratique en tant que telle, mais effectivement au prix d'une diminution de ce qui normalement accompagne les trans, c'est-à-dire tout un système philosophique, etc. Et on voit finalement que, y compris par les pratiquants, ils sont à la recherche de ça. C'est-à-dire qu'il y a des voix finalement qui s'élèvent pour essayer de construire une philosophie avec, il y a des voix qui s'élèvent aussi pour lutter contre le fait que l'hypnose serait si dans le champ de la médecine que ça. Mais effectivement, cette intégration dans le champ de la santé a été au bénéfice de la médecine et de la santé très clairement, mais aussi à une partie de son identité en lien avec les trans qui a été mise un peu de côté. Donc c'est pour ça que je te posais la question pour la méditation, qui me paraissait être sur son chemin aussi, et sans doute qu'elle aura à répondre aussi à quelle place est-ce qu'elle souhaite avoir réellement en santé, ou réellement peut-être du côté d'une philosophie, peut-être une philosophie plus individuelle, comme tu le disais, à voir. Donc là on note que ce sont deux états de conscience qui sont différents, vous l'avez présenté dans des domaines différents, mais si on se ressent vraiment dans le cadre de la thérapie, ce serait quoi les grands ingrédients en fait, de l'hypnose et de la méditation? François, par exemple. Bon, entendu comme état de conscience, la méditation, en fait, la définition la plus admise et celle qu'on va retrouver à chaque fois, c'est celle de Kabat-Zinn. Kabat-Zinn, il dit méditer, c'est diriger son attention d'une certaine manière, c'est-à-dire délibérément au moment présent et sans jugement de valeur. Ça, c'est ce qui va déterminer finalement cet état dit de pleine présence. En fait, mais chaque mot est important dans cette définition. Donc on dit diriger son attention. Méditer, c'est une pratique de l'attention. Je disais tout à l'heure, pour moi, je l'entends comme un entraînement attentionnel. Donc on s'entraîne à diriger son attention. C'est un processus qui est actif. C'est pour ça qu'il dit délibérément, parce que c'est quelque chose qui nécessite un effort, un engagement. Alors, il peut nous arriver, bien évidemment, parce que ça fait partie des états de conscience normaux et spontanés, il peut nous arriver d'être pleinement présent à ce qui se passe ici et maintenant. C'est par exemple ce qui se passe quand on est cueilli par la beauté d'un paysage. Mais cet état-là, généralement, est assez fugace parce que très rapidement, les mouvements automatiques de l'esprit nous emmènent à droite, à gauche et nous détournent de ce qui est en train de se passer. Et donc, pour pouvoir stabiliser cet état, ça va nous demander un effort. Voilà. Sur le moment présent, c'est-à-dire qu'on va se centrer sur ce qui se passe ici et maintenant, à la fois à l'extérieur de moi, mais aussi à l'intérieur de moi, et sans jugement de valeur. Ça fait écho au fait qu'on va essayer autant que faire se peut de désarmer la tendance du mental, ou en tout cas de ne pas être absorbé par ça, par le fait de chercher en permanence à tout critiquer, tout juger, tout analyser, et surtout à chercher en permanence le delta entre ce qui est et ce qui devrait être. C'est ça que fait l'intelligence de façon assez automatique, c'est qu'elle cherche et d'ailleurs c'est pour ça probablement qu'elle a été sélectionnée par l'évolution, c'est qu'elle cherche où sont les problèmes et comment les résoudre. Mais cette activité
entité-là, elle vit sa vie sans nous, en fait. Hein. Et donc, l'enjeu, là, ça va être d'essayer autant que possible d'arriver à cette forme de présence attentionnelle. Alors, cette présence attentionnelle-là, elle peut être utile ou thérapeutique chez des personnes très douées, spontanément, mais je ne crois pas qu'elle... Enfin, moi, là où je trouve qu'elle est la plus puissante dans une perspective de soins ou en tout cas de psychothérapie, c'est quand cet entraînement-là, qui va nous amener finalement à avoir une vision claire de ce qui se joue à l'extérieur de moi, c'est-à-dire ce que captent nos cinq sens, hein, puisque c'est ça notre interface avec le monde, c'est ce que captent nos cinq sens, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et on parle de perception métacognitive, c'est-à-dire je vais pouvoir être dans la conscience et la présence à ce qui se passe en moi, pensée, émotion, sensation. Cet état-là va trouver vraiment toute sa puissance thérapeutique quand il va être employé et articulé avec certains outils psychothérapiques pour pouvoir s'attaquer à des problématiques ou à une psychopathologie. C'est exactement, alors le prototype ou l'exemple même de ce type d'intervention, c'est le programme MBCT, qui est un programme de thérapie cognitive basé sur la méditation. On parle d'intervention basée sur la méditation. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on utilise la méditation comme une base d'entraînement qui nous permet ensuite de déployer des stratégies qui vont nous permettre après d'aller s'attaquer à des problématiques psychopathologiques, voilà, dans une lecture et une compréhension. On parle d'analyse fonctionnelle, en thérapie comportementale et cognitive. Voilà, et donc du coup, parce que souvent, en fait, on parle, ça c'est un point que je trouve important, on parle de méditation, on dit la méditation est validée dans plein de choses. Mais c'est-à-dire, c'est pas que la méditation, en fait. En fait, quand on parle de méditation dans la dépression, c'est toute une logique, et ce n'est pas que la méditation, c'est la méditation aussi combinée avec d'autres outils qui va faire qu'à un moment, on a des interventions qui sont pleinement efficaces sur certaines indications. Donc le fait de méditer peut beaucoup aider, mais ne suffit pas toujours, souvent, et en tout cas, il va y avoir besoin de combiner avec cette approche-là d'autres outils. Pour le coup, là, il y a certainement une différence avec l'hypnose. Alors, on est également dans un état qui est un état naturel, hein, en tant que tel, mais par contre, en hypnose, l'état n'est pas spontané. C'est-à-dire que c'est une création, en fait, l'état hypnotique. On a pensé pendant un temps que ça pouvait être proche du mode par défaut. En fait, non, on est dans quelque chose qui va être différent. On a pensé que c'était une forme également de distraction un peu créative. C'est autre chose aussi. On a pensé que c'était beaucoup de choses finalement, assez proche du rêve, assez proche aussi du fait d'avoir comme ça l'esprit qui s'évade, les enfants rêveurs. En fait, on est vraiment dans un état qui est un état artificiel en fait, qui est provoqué. Et autant effectivement l'état de transe est un état naturel, et donc l'état de transe, moi je le compare parfois à la serrure, et l'hypnose c'est la clé. C'est-à-dire la clé, elle a été construite, elle est construite par l'humain, elle va ouvrir en fait cette serrure, et la porte derrière, c'est ce qu'on appelle la transe en tant que telle. On est dans un état qui est provoqué et qui va utiliser différents ingrédients. Alors il y a un contexte particulier, on en discutera avec la partie, on va dire, mise en situation en fin de matinée. Il y a bien sûr la question de la transe, j'en ai parlé, il y a des suggestions qui sont faites, il y a des métaphores, il y a la question de l'imagination qui va être présente. La finalité, en fait, c'est vraiment de modifier la réalité. C'est vraiment, si on devait synthétiser ce qu'est l'hypnose, c'est un état naturel, c'est-à-dire l'état de transe, qui va être provoqué par la rencontre entre deux individus, par un contexte particulier, et la finalité de l'hypnose va être de modeler la réalité, c'est-à-dire de faire en sorte que la réalité soit perçue par la personne de façon différente et bien sûr à son bénéfice en tant que tel. Alors ensuite, il y a d'autres choses, c'est-à-dire la pratique individuelle qu'on va appeler auto-hypnose, etc. Certainement qu'on y reviendra tout à l'heure, mais globalement, l'hypnose, c'est ça. Ça va être ces ingrédients, c'est-à-dire le contexte, la relation, la suggestion, cette capacité de jouer avec son imaginaire, la capacité de s'inscrire dans une relation pour modeler la réalité autrement, grâce à cet état naturel qu'on appelle l'état de transe. Et notre clé à nous, notre forme à nous, c'est effectivement l'hypnose qui est un état provoqué.
Oui, je reprends la parole parce qu'effectivement, ça c'est un point, je trouve, très intéressant de discussion, c'est qu'effectivement, en fait, tout ce qu'on fait ici-bas, c'est toujours pour aller d'un point A à un point B, en fait. Effectivement, en hypnose, il y a cette volonté, de ce que j'entends, de modifier la réalité et d'intervenir et d'obtenir quelque chose. Et en méditation, et ça c'est vraiment, je pense, en fait, je pense que c'est un élément central, je pense que c'est vraiment ce qui caractérise probablement le plus l'approche méditative, c'est une notion de non-intentionnalité. C'est-à-dire que quand on médite et qu'on est à un point A, l'idée c'est d'être présent à ce qui se passe au point A. Point. En fait, on va nulle part. C'est extrêmement exotique et je ne connais pas d'autre approche en fait qui soit sur cette logique-là, en fait, c'est-à-dire on essaye simplement d'être présent à ce qui est là. Alors c'est un peu en porte-à-faux avec ce que je disais tout à l'heure sur la notion d'intention, parce qu'on disait quand on médite, il y a aussi l'intention du méditant. Mais là, la distinction, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien évidemment, méditer, c'est un effort. Donc cet effort-là, on ne va pas le faire totalement pour rien, on ne va pas se raconter d'histoire. Donc on a tous quelque part en arrière-plan des attentes ou des intentions qui vont sous-tendre l'engagement dans la pratique. Mais au moment où je pratique, et c'est là la nuance, au moment où je pratique, j'abandonne toute attente. C'est-à-dire que je ne vais nulle part et j'essaye simplement d'être présent à ce qui est là. Et ça, je pense, ça fonde totalement la pratique parce qu'il y a cette notion de non-intentionnalité. On n'essaye pas de modifier quoi que ce soit, on essaye simplement d'être présent à ce qui est là. À partir du moment où j'essaye de changer quelque chose, je ne suis plus dans une perspective méditative. Oui, ce qui là, pour le coup, est un vrai élément de décalage et de distinction avec l'hypnose, parce que effectivement, en hypnose, il y a toujours une intention. D'ailleurs, ça fait le lien avec les pratiques chamaniques. Je ne suis pas en train de dire que l'hypnose, c'est du chamanisme. Bien sûr, il y a d'autres aspects qui interviennent, culturels, méthodologiques, etc. etc. Mais effectivement, il faut une intention de base parce que c'est un état qui est provoqué. C'est-à-dire que lorsque l'on va commencer une séance d'hypnose, on va travailler sur quelque chose, sur la douleur, sur l'anxiété, sur la volonté de ressentir son corps autrement. Et précisément, ce que montrent les études, à la fois en imagerie cérébrale, mais aussi dans le champ des sciences humaines, c'est que si un individu même pense ou prétend, au sens vraiment penser, prétend faire de l'hypnose actuellement, mais que simplement il est là et qui rentre dans l'état de transe, en fait, on n'est pas dans les activations de l'hypnose en tant que telle. Les activations de l'hypnose indiquent qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la volontarité qui va être présente, c'est-à-dire la personne se met en action d'une certaine façon pour modifier sa réalité dont je parlais tout à l'heure. Et donc, il y a une intention qui va être d'ailleurs généralement construite avec le thérapeute, et ensuite, on va construire la démarche thérapeutique avec l'hypnose. D'ailleurs, les études récentes, en moins de 5 ans, montrent même que l'intention en hypnose se construit même avant la séance. C'est-à-dire que de plus en plus, on s'intéresse aux suggestions pré-séance d'hypnose, et dont on montre effectivement que ces suggestions-là ont une influence très grande sur le vécu hypnotique et sur même les effets l'hypnose en tant que telle. Donc on voit vraiment qu'effectivement avec l'hypnose, parce que c'est un état qui est provoqué avec suggestion, métaphore, etc., on voit bien qu'avec l'hypnose, effectivement, il y a une intention pour modifier la réalité et on n'est pas dans une inscription, pardon du terme, je te provoque un peu, neutre par rapport à, par rapport à ce qui est en train de se passer, même si les effets ne sont pas neutres, bien sûr. Il y a d'autres aussi, je pense qu'il y a, si je devais aussi mettre un peu en contraste ce qu'on disait tout à l'heure, je t'écoutais et tu me contredis bien sûr si ce que je dis n'est pas exact, mais si je reprends l'hypnose, je disais vraiment tout à l'heure, l'ambition de l'hypnose, c'est de modifier le rapport de l'individu à la réalité, à son corps, par exemple. Je citais la douleur. Le but n'est pas de s'installer dans sa douleur. Le but est de transformer la douleur. Alors, on va lui mettre une couleur, on va faire plein de choses, mais le but, c'est vraiment la transformation au travers du corps dans la relation avec l'autre. Et il me semble avoir entendu que, par contre, concernant la méditation, il y avait plus une installation dans ce qui est. C'est-à-dire, j'avais l'impression, quand je t'écoutais, que finalement, la méditation propose de s'installer, d'entrer en contact avec la réalité telle qu'elle se présente, là où l'hypnose propose une transformation de cette réalité. Et l'intention est d'ailleurs là. L'exemple de la douleur, je pense que c'était un bon exemple parce qu'effectivement, en méditation, l'enjeu ne va pas être de transformer la douleur,
mais entre guillemets, de ne pas aggraver son cas avec ses propres réactions, en fait. Et finalement, de travailler son attention de façon à ne pas se faire emporter par des réflexes de crispation, de conflit avec la douleur, qui finalement, non seulement ne vont pas résoudre la douleur, mais vont se retourner contre le patient, puisque cette énergie va au final recouvrir, on parle de la douleur et de la souffrance, c'est-à-dire que la lutte interne va recouvrir la douleur d'une couche de souffrance surajoutée. Donc en fait, l'enjeu n'est pas tant, en méditation, n'est pas tant de modifier quoi que ce soit que de ne pas aggraver son cas avec ses propres réactions. Et c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà beaucoup parce que, effectivement, dans le cadre de la douleur chronique, où c'est une des indications majeures, je pense qu'Estelle nous en parlera tout à l'heure de la méditation, en fait, en douleur chronique, effectivement, l'approche méditative va induire un changement de paradigme total qui va être d'arrêter d'essayer de soulager ou de résoudre la douleur, mais simplement d'être avec. Et en faisant cela, on va obtenir des améliorations des scores de douleur qui peuvent être parfois spectaculaires, là où plus rien ne fonctionne, en fait. Donc, voilà. Nous, on aime bien aggraver le cas avec l'hypnose, au contraire. Bah oui, je sais. C'est-à-dire que bon, on est bien plus gentil en méditation. Mais peut-être on est plus efficace du coup en hypnose. En fait, alors évidemment, je ne peux pas juste m'arrêter à ça. En fait, c'est vrai que là, pour le coup, là aussi, il y a une distinction, c'est-à-dire que le mouvement de l'hypnose, et peut-être que là, c'est une distinction avec la relaxation, par exemple. Le mouvement de l'hypnose, en fait, il est d'abord d'installer le patient là où il se trouve, et s'il se trouve dans la douleur et dans la souffrance, on l'installe. C'est ça que je parlais d'aggraver son cas. C'est-à-dire que le patient pense qu'on va aller directement vers un mieux-être, une transformation, etc. Et en fait, non, on l'installe là où il prétend être, et en fait, il essaye de quitter ça. Par exemple, lorsqu'un patient vient nous voir pour une phobie, c'est assez marquant que lorsqu'il nous parle de sa phobie, en fait, il ne nous parle pas de sa phobie, il nous parle de tout ce qu'il a fait pour éviter en fait, d'être confronté à son objet phobique. Et avec l'hypnose, on va justement le plonger à l'endroit même où il ressent sa phobie. Et on va y aller, je dis parfois à la hussarde, c'est-à-dire il y a des fois, effectivement, où on n'est pas forcément aussi précautionneux que le patient voudrait parce qu'on l'emmène vraiment là où il ne souhaite pas être. Mais ensuite, le principe de l'hypnose, c'est une fois qu'on a amené le patient là où il prétend être, c'est-à-dire dans sa souffrance, et parfois effectivement, c'est des moments qui sont assez inconfortables pour lui, ensuite on pousse les murs. C'est-à-dire on aménage ce qui peut être aménagé. C'est là où commence la transformation. Et donc effectivement, au début, on est dans une forme de brusquerie par rapport au patient, pour ensuite l'amener à réaménager l'intérieur de ses perceptions et de son contexte autrement. Mais c'est vrai que ça commence par une brusquerie, alors on peut l'appeler de plein de façons différentes, on va l'appeler en hypnose technique de confusion, on va l'appeler suggestion directe, on va l'appeler position haute, on va l'appeler de plein de façons différentes, mais il y a quelque chose de l'ordre de la brusquerie, et avec l'idée qu'il ne faut pas à ce moment-là lâcher le patient, de façon à ce que, évidemment, le patient connaisse l'ensemble du processus, c'est-à-dire je te place là où est ta difficulté, je sais tu es inconfortable puisque précisément on est en train de discuter de ta souffrance, et ensuite on voit comment tout ça peut être aménagé, tout ça peut être modifié. Et donc effectivement, il y a quelque chose qui peut-être est un peu moins doux. Brusquer ne veut pas dire pour moi violenter, brusquer ça veut dire que je te pousse un peu du coude, quoi. Je te pousse un peu du coude à l'endroit où tu ne veux pas aller, mais moi j'ai besoin que tu y ailles pour être sûr que quand tu vas le modifier, tu n'auras plus besoin d'y retourner. Donc il y a une forme effectivement de brusquerie, peut-être un peu moins doux, avec, je le disais, des techniques qui sont des techniques de nature différente. Mais oui, il y a certainement cette modification-là et un changement, ou plutôt une distinction, alors là pour le coup avec la relaxation qui a une autre ambition aussi. Oui, je blaguais, bien évidemment. Après, en méditation, il est aussi bien évidemment question de travailler avec l'inconfort, en fait. Et donc, parce que c'est aussi apprendre à pouvoir faire autre chose que d'être emporté par des réflexes de lutte ou d'évitement dès qu'il se passe ou dès que je ressens quelque chose d'inconfortable. Donc tout l'enjeu aussi va être à un moment d'apprendre à se stabiliser au contact de son expérience, aussi inconfortable soit-elle, sans être emporté tout de suite par des réflexes de lutte ou d'évitement pour libérer un espace dans lequel on peut choisir notre réponse plutôt que de subir nos automatismes. Ça, c'est vraiment extrêmement important.
Et très souvent, quand on commence à méditer, c'est quand même en rupture avec notre fonctionnement habituel, puisque notre fonctionnement habituel, en tout cas dans notre société occidentale, c'est quand même de beaucoup courir et de beaucoup nous agiter dans tous les sens. Et très souvent, en fait, au début de la méditation, quand on s'assoit et qu'on essaye d'être au plus près de notre expérience, ben, c'est pas très confortable. Et très souvent, on se reprend un petit peu le paquet de tensions ou d'émotions accumulées. Et d'ailleurs, on dit souvent que c'est paradoxal en fait de contacter autant de bruit intérieur quand pour la première fois nous essayons de nous asseoir en silence. Parce qu'effectivement, il y a le fait de reprendre contact avec son expérience. C'est pas quelque chose qu'on fait de façon très spontanée. Enfin, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres pour le faire. Hein, c'est comme toutes les aptitudes humaines. Mais voilà, il y a quelque chose qui est quand même aussi connexe avec cette notion de travailler avec l'inconfort ou d'être au contact de l'inconfort.